signe de révérence, comme si elle était devant son véritable. Lors. Dal regarde en silence, expression indéchiffrable. Dans son monde intérieur, seul lui et le chevalier restent. Il donne l'ordre, termine ton propre existence. Sans hésitation, le gardien obéit. La lame passe à travers son propre corps et la figure tombe. Dal peine à y croire. La loyauté que la créature a montrée en abandonnant son créateur ne lui semble pas beaucoup, mais la réaction autour de lui dit autre chose. La foule est complètement médusée. Une création abandonnant son créateur et prêtant allégeance à un autre peut signifier qu'une seule chose. Dal a atteint un niveau comparable au vieillard de la tour noire elle-même. Satisfait, il décide d'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Les spectateurs questionnent sa décision, incapables de comprendre. Mais Dal sait qu'il y a une ligne qu'il ne devrait pas franchir. Passer au-delà signifierait entrer dans un territoire dangereux. Le défi prend fin. La tour elle-même reconnaît la clôture de ce voyage. Lorsque le duc arrive, tout le monde s'incline. La tour noire rend hommage en sa présence. Pas seulement les nobles de la maison saxon, mais tous les mages, y compris les anciens, baissent la tête devant le duc et son héritier. Avec les exploits extraordinaires du jeune maître, toute la région nord commence, peu à peu, à se unir. Nous sommes au nord de l'Empire dans le duché de Saxon. Un guerrier charge en avant avec une lance à la main et abat 2 orques avec précision. Un autre combattant lève son arme et crie qu'il combat pour le jeune maître Dal et pour la maison saxon. Après avoir complété le défi de la tour, le protagoniste a été assigné par le duc pour diriger une opération contre la horde d'orques. Lanceurs, guerriers et chevaliers entrent en bataille sous son commandement. Une immense responsabilité pour quelqu'un seulement âgé de 10 ans. Même ainsi, personne ne met sa capacité en doute. En tant qu'héritier légitime du duc noir, Dal commence à unifier le nord. Un ciel bleu couvre le royaume en une journée claire. Dans le rapport de mission, il est noté que 145 orques ont été éliminés. Le duc demande des nouvelles des pertes parmi la cavalerie et le garçon répond qu'aucun soldat n'a subi d'autres blessures que des légers bobos. Son père lui demande alors s'il a utilisé de la magie pour les protéger. La réponse est ferme. C'est uniquement le mérite des épées de la maison saxon. Avec un sourire satisfait, le duc félicite son fils. Helmut remarque que le jeune homme a véritablement mûri et s'est déjà installé dans le rôle de commandant. Il était celui qui avait enseigné à Dal l'art du sabre, la stratégie, les tactiques et l'art de la guerre. Le jour où le protagoniste prendra en charge son propre territoire n'est pas loin et juste à y penser, cela excite Dal. Les nouveaux défis le motivent toujours. Pendant ce temps, Charlotte s'entraîne avec intensité. Elle pousse un cri en se jetant en avant, sa lame coupant l'air vers le visage de son partenaire d'entraînement. Il esquive facilement et contre-attaque. Elle bloque à peine. La vitesse de Dal a considérablement augmenté, rendant ses mouvements difficiles à suivre. Même ainsi, à un moment donné, la pointe passe dangereusement près de son menton. Dal reconnaît que Charlotte s'est améliorée beaucoup. Elle répond qu'en parlant comme ça, il lui semble être une autre personne, ce qui le fait rire en demandant si elle ne l'a pas trop taquiné. Charlotte mentionne ensuite que depuis que Dal a atteint le 3e cercle de magie et passé l'épreuve du 20e donjon, tout le monde le traite différemment, toujours en le flattant. Elle demande s'il n'est pas gêné par cela. Souriant, il lui dit de se détendre et qu'elle deviendra forte assez vite elle aussi. Tenant compte que Charlotte est seulement âgée de 10 ans. Ancienne, son talent est impressionnant, mais elle ne l'apprécie absolument pas du tout. Annoncée, elle lui dit de ne pas la traiter comme un enfant. Dal rétorque qu'elle en est une. La blonde pointe un doigt vers son visage et lui rappelle que Dal en est aussi un. Surpris, il pointe sur lui-même et questionne cela. Puis il déclare qu'il se considère déjà comme un adulte. Charlotte décide de mettre fin à cet argument sans objet. Plus tard, Helmut rencontre son étudiant et annonce que la leçon du jour sera spéciale. Dal apprendra la tactique du marteau et de l'enclume. La cavalerie avance sur les 2 ailes, encercle l'ennemi en passant autour d'eux tandis que l'infanterie occupe la ligne de front. Le nom vient de l'action de forge le métal, pressé entre le marteau et l'enclume, sans issue possible. Dal réalise que cette stratégie ne serait viable qu'à cause de la cavalerie noire, et au fond comprend que la nature de la guerre n'a jamais changé. Profitant de l'occasion, le jeune homme change de sujet et demande des nouvelles du progrès de Charlotte. Helmut explique que son entraînement ne peut pas être comparé à celui des garçons, qu'elle va bien. Sa fondation en tant que maîtresse d'épée est solide, et avant longtemps, elle sera capable d'apprendre les techniques d'aura de la famille saxon. Cependant, il y a quelque chose qui le préoccupe. Dal comprend rapidement ce à quoi cela fait référence, compatibilité avec le style familial. Tout comme les mages raffinent le mana par des cercles magiques, les chevaliers raffinent l'aura par un entraînement interne. Parmi les grandes ordres figure la cavalerie noire, qui opère en guerre, et l'ordre du chevalier corbeau, lié aux musiques nord, qui privilégie la force et le pouvoir. Le problème est que le style de Charlotte est basé sur la vitesse. Même avec un grand talent, elle pourrait atteindre musique le niveau de l'épée 7e, mais peut-être jamais parvenir au sommet. Son père tenait autrefois une de ses positions d'élite, musique reconnue dans tout le royaume pour son exceptionnel talent. Dal mentionne l'épée du printemps et réfléchit que si ce style existait encore, tout serait différent. Cependant, la technique a complètement disparu avec la chute des chevaliers anciens. La question persiste, ce style est-il vraiment disparu du monde? Alors que Dal travaille dur pour construire sa réputation par les batailles et les devoirs, le moment arrive pour prouver les résultats de son entraînement.
Lors d'une réunion, le duc met en cause une information juste reçue. Un messager rapporte que le baron Fauché, seigneur d'un territoire voisin, revendique la propriété d'une mine de cuivre et a formellement lancé une demande de guerre de domaine. Cela semble imprudent pour un noble inférieur à défier directement une puissance comme Saxon, mais il y a plus en jeu. S'il refuse de céder la mine et accepte la guerre, Musique le grand-duc de Brandebourg pourrait s'allier au baron en échange d'une part des ressources. Et il y a une forte chance que l'ordre de Sainte-Madalena soit mobilisé. Cette pensée laisse Dal visiblement mal à l'aise. Tout pointe vers l'idée que l'ennemi n'a pas oublié la honte qu'ils ont subie auparavant. Une nouvelle confrontation est sur le point de commencer. Depuis ce jour fatal, le comte Brandebourg portait son désir de vengeance comme une plaie ouverte. Lancer une guerre directe était trop risqué, Musique alors il a choisi d'agir dans une région frontalière, un point stratégique où il n'aurait pas besoin de se mettre en danger lui-même. Dal s'est approché de son père et a fait sa demande sans tergiverser. Il voulait personnellement mener la bataille à côté des chevaliers saxons. Le duc a refusé sur le champ. Il a dit que c'était encore trop tôt et l'a mis en garde qu'un. La guerre contre les humains était quelque chose de complètement différent de la soumission des monstres. Le garçon avait besoin de surveiller ses paroles plus attentivement. Se tournant vers le messager, le duc rassura le baron Greenbelt en garantissant que la mine serait protégée. L'homme le remercia visiblement soulagé mais toujours sur les nerfs. Plus tard, Dal se déchargea auprès de Helmay en disant qu'il était certain qu'il ferait mieux que n'importe qui d'autre. Le chevalier reconnut la frustration mais dit que le duc avait sûrement ses raisons. Puis, pour changer de sujet, il révéla qu'il avait préparé quelque chose de spécial pour l'entraînement du jour et sorti un jeu de plateau. Dal réalisa rapidement qu'il s'agissait d'une chose comme les échecs, bien que ce soit appelé différemment dans ce monde. Helmay expliqua que le jeu avait été créé sur la base de batailles réelles et que ses règles étaient assez complexes. Mais si le garçon voulait vraiment apprendre la stratégie à un niveau profond, cela serait une grande opportunité. Dal attrapa le plateau et s'en alla rapidement. Helmay resta là incapable de comprendre la réaction. Moment plus tard, le garçon apparut devant son père avec le plateau en main et une proposition directe Musique. S'il gagnait un match, il voulait obtenir l'autorisation de participer à la guerre territoriale. Il argumenta que la guerre n'était pas seulement une question de force, c'était aussi une question de stratégie, et demanda d'être jugé sur ces termes. Helmut essaya d'intervenir pour s'excuser de la situation, mais le duc l'interrompit et accepta le défi. S'il gagnait, il participerait à la guerre. S'il perdait, il abandonnerait cette idée pour toujours. Le match commença. Helmut regarda chaque mouvement attentivement, et au fur et à mesure des tours, il remarqua quelque chose d'inattendu. Le jeune garçon jouait bien mieux que personne ne l'avait imaginé. À la fin d'un intense concours, Dal gagna 2 contre 1, même avec le duc ayant eu l'avantage en nombre et en positionnement. Confiant, le garçon demanda si la promesse serait tenue. Son père rit et voulut savoir depuis combien de temps son fils connaissait ce jeu. Dal répondit calmement qu'il avait trouvé un livre dans la bibliothèque il y a des années et l'avait étudié depuis. C'était une excuse commode et rien d'autre. Musique, le duc se leva et déclara qu'une promesse était une promesse. Au nom de son fils, il confiait le commandement des chevaliers dans la bataille à venir. Mais il donna un avertissement sérieux. Avec l'honneur de Saxon en jeu, la défaite n'était pas une option. Puis il regarda le garçon droit dans les yeux et demanda s'il pouvait vraiment porter ce fardeau de responsabilité. Dal répondit sans hésitation. Il demanda de la confiance. Son père accepta et dit qu'il avait hâte de voir les résultats de tout cet entraînement. Au château de Malbert, résidence du grand-duc Brandemburg, la tension était évidente. Brandemburg parlait avec Philippe des rumeurs selon lesquelles l'héritier de Saxon mènerait personnellement les chevaliers. Confus, Musique il se demanda ce que ce garçon ivre et irresponsable essayait d'accomplir. Philippe répondit avec mépris. L'ennemi n'était rien de plus qu'un petit groupe, et il demanda l'autorisation pour écraser le jeune imbécile arrogant. Brandemburg frappa violemment la table et l'interrompit. Furieux, il dit que Philippe sous-estimait l'adversaire d'une manière absurde. Ce garçon était un monstre, quelqu'un que son propre fils ne pourrait pas égaler en 10 ans, encore moins en s'en consumé par la colère, il appela Philippe inutile et regretta de n'avoir rien fait plus tôt concernant Charlotte. Malgré tout, il décida de lui donner. Philippe le commandement de la bataille, mais seulement en apparence. En pratique, Musique ce serait le Lord Milva député qui mènerait. Le rôle de Philippe serait purement symbolique. Le duc a ordonné à Milva de garder son fils loin de tout danger réel. Au fond, Brandemburg savait qu'il ne pouvait pas affronter directement un enfant dans ces conditions, Musique et il commençait à soupçonner que tout cela faisait partie du plan du duc saxon dès le début. Pendant ce temps, Helmut et Dal célébraient leur victoire au jeu. Quelques jours plus tard, au château de Greenbelt, une grande porte s'ouvrit. Le baron en charge de la mine était visiblement nerveux alors que des soldats vêtus d'une armure lourde approchaient. L'arrivée du jeune commandant fut annoncée, et certains présents furent surpris par l'âge du garçon, se demandant silencieusement s'il pouvait même manier une épée. Le baron essaya de projeter de la confiance en disant que la présence de Dal était rassurante. À l'intérieur cependant, il était mal à l'aise. Envoyer un garçon de 10 ans commander la cavalerie semblait trop risqué. Essayant d'acheter du temps, il suggéra qu'ils aillent d'abord à un banquet. Dal refusa immédiatement. Il dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, et sa réponse prit le haut au dépourvu. Sans autre cérémonie, le garçon approcha son épée du cou du baron et déclara que sa priorité était d'inspecter les soldats. Puis il posa une question directe. Parmi tous présents,
Qui est le plus fort? Un guerrier aux cheveux rouges coupe la conversation court et se présente comme le plus fort là présent. Avec une cicatrice marquant son visage, il déclare avec arrogance que personne ne capable de le battre n'est encore né. Mais au fond, la confiance du garçon le trouble plus qu'il ne veut l'admettre. Dal observe l'homme d'un œil méfiant. À ses côtés, le baron ressent une vague de soulagement lorsque la lame s'éloigne enfin de son cou. Le jeune homme lit la situation clairement. Tout le monde ici le met en doute, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Une bataille décisive a été placée entre les mains d'un enfant de 10 ans. Sans hésiter, il frappe son épée contre le sol. Il déclare que la méfiance va des deux côtés. S'il met sa capacité en question, il remet en question la compétence des troupes du baron, et le meilleur moyen de régler cela est avec une lame. Musique, un sourire froid traverse son visage alors qu'il souligne l'évidence. Le plus fort chevalier du territoire est ivre. Cela seul dit tout sur le niveau de ses troupes. Le guerrier aux cheveux rouges tire son épée, furieux. Musique, il pointe la lame vers Dal et, avec une voix légèrement tendue, déclare son nom, Eberk, et met en jeu son honneur de chevalier pour prouver la force du baronnie. Dal continue de sourire. Les deux échangent un regard alors que la tension emplit l'air. Dal demande si Eberk a déjà entendu parler de son épée. Le guerrier aux cheveux rouges dit qu'il connaît bien la réputation de cette lamine habituelle et se demande en silence s'il y a quelque astuce derrière toute cette confiance. Mais avant que le doute ne puisse être résolu, Eberk charge à pleine vitesse, balançant son épée avec tout ce qu'il a. Le coup est bloqué par la main de Dal, maintenu en place par de la magie. Ni l'impact ni la confiance du jeune mage ne vacillent. Seul Eberk le fait. Avec un recul en arrière, l'attaque est complètement neutralisée. Dal étudie son adversaire. La lame n'a aucune aura, une technique exclusive aux chevaliers de haut niveau. Même ainsi, il décide de répondre d'une manière qui correspond à quelqu'un qui combat avec tout ce qu'il a. Un cercle magique se forme dans sa main gauche. Eberk se tend en voyant cela. De l'énergie sombre sortant du sol, se rapprochant rapidement. Il essaie de couper les ombres avec son épée, mais les coups n'ont aucun effet. La pression monte. Son attention commence à craquer. Pendant ce temps, Dal garde le contrôle du cercle et observe attentivement. Le talent de son adversaire est bien plus limité qu'il ne semblait. Puis quelque chose se passe qui surprend même Dal. Eberk crie de douleur et s'effondre au sol, vaincu. La chute est aussi rapide qu'inattendue. C'est difficile à croire que le soldat considéré comme le plus fort dans la région ait été mis hors d'état de nuire en un instant. Le baron panique. Il exige de savoir comment Dal avait le culot d'immobiliser un homme aussi important au soir d'une bataille décisive. Dal s'avance et répond froidement. À ce niveau de compétence, Saxon devra porter la bataille par lui-même. Et il n'est pas juste que le baron regarde confortablement tandis que d'autres meurent pour lui. Si c'est le chevalier le plus fort du territoire, la situation est critique. Saxon ne hésiterait jamais à protéger ceux qui ont prêté allégeance, mais cela n'excuse pas la négligence. Tout le monde doit faire son part. Il déclare ensuite que jusqu'à ce que la bataille commence, ces chevaliers seront l'épée pour tous les présents et qu'un choix doit être fait maintenant. Le suivre ou perdre tout, y compris leur foyer dans la prochaine bataille. Un par un, les soldats commencent à s'agenouiller. En chœur, ils prêtent serment d'une loyauté absolue au jeune commandant. Plus tard, le soir tombe. Helena se couche, visiblement inquiète, tandis que le duc essaie de la calmer en passant sa main sur son visage. Il dit que leur fils a bien plus qu'il n'y paraît et que l'avenir qui l'attend est quelque chose d'impossible à imaginer. Avec un sourire apaisé, il réaffirme sa confiance. Il croit que le jeune homme est destiné à régner sur ce monde. Dans sa chambre, Dal réfléchit. Avant, il était comme une grenouille au fond d'un puits, trop limité pour voir au-delà. Maintenant, il comprend cela clairement. Il soupçonne également que le guerrier sacré connaissait déjà l'état du territoire et que le choix de cette baronnie était intentionnel. Le lendemain, le soleil est déjà haut avec peu de nuages dans le ciel. Eberk apparaît portant une immense roche sur son dos, épuisé, Musique le suppliant d'arrêter. Un autre soldat le réprimande sur place, l'appelle faible et lui ordonne de continuer. À distance, Dal observe tout cela en silence. Il remarque que même au début de l'entraînement, l'homme aux cheveux rouges est déjà en difficulté. Il reste encore beaucoup de travail pour amener le niveau des chevaliers de la baronnie du Greenbelt à un meilleur état. De plus, il décide qu'il sera nécessaire d'envoyer un messager à la baronnie Pucker pour proposer une négociation. Ce ne sera pas une acceptation d'une paix humiliante, mais avant d'entrer en bataille, il y a quelqu'un qu'il doit rencontrer. Le temps passe. Musique, la scène change vers le lieu de la négociation à la frontière entre les deux baronnies. Une longue table est placée au centre de l'espace. Dal prend place à la tête de cette table, posture stable, évaluant silencieusement la situation. Dans sa tête, les calculs sont déjà faits. Dans quelques semaines, quelque chose d'inévitable va se produire. L'ordre de Sainte Madalena est loin, en expédition à travers le continent, avec des ressources limitées et une forte probabilité d'une attaque préventive. Musique, sans parler que les forces cavalières du baron Parker ne doivent pas être sous-estimées. Un messager annonce l'arrivée de jeune maître Philippe. Dal avait déjà anticipé cela. Il savait exactement qui ils enverraient. Philippe entre, plein de lui-même, un commandant de nom seulement. À ses côtés, silencieux, marche le véritable leader de la bataille, Milva. Lorsque le jeune homme s'assoit, Dal le salue.
Philippe répond avec un sourire sarcastique, tendant sa main et provoquant, après tout cela, ils sont encore venus négocier, effrayés par une vraie guerre. Dal ne fléchit pas. Il va droit au but et demande pourquoi ils ont accepté la proposition de négociation. Lorsque Philippe ouvre la bouche pour répondre, Dal l'interrompt. La question n'était pas pour lui. Il fait clairement savoir qu'il ne parle pas à une marionnette décorative. Il parle au véritable commandant présent, Milva, connu sous le nom de l'épée de chasteté. Musique, le malaise est immédiat. Tous les deux montrent leur irritation, mais Dal reste ferme. Il déclare que le justicier ne confierait jamais un champ de bataille à quelqu'un d'incompétent. Milva essaie de garder la situation sous contrôle et demande à Philippe de ne pas se laisser provoquer, mais quelque chose le trouble profondément. Comment l'ennemi sait-il quelque chose de si sensible que le mépris du comte pour son propre fils? Et pourtant Dal l'a sorti sans hésiter. Milva déclare que les négociations sont terminées. Philippe tape sur la table, exigeant une décision rapide. Dal continue à insister. Il demande si Philippe a besoin de permission juste pour parler et compare sa posture à celle d'un esclave obéissant. Il suggère que le véritable contrôle ne se trouve pas entre les mains de Philippe, mais entre celles de Milva, comme si le chien avait mis le collier au propriétaire. Le chevalier essaie une fois encore d'intervenir, mais l'irritation a déjà envahi la pièce. Dal observe tout cela avec satisfaction. Il se repose dans son fauteuil, met ses mains derrière sa tête et continue de provoquer, savourant la tension qu'il vient de créer entre les deux. Puis il révèle son véritable objectif. Il n'y avait jamais eu d'intérêt réel pour négocier. Tout cela était une stratégie pour désorganiser la chaîne de commandement ennemi. Dal appelle Bal et demande à Milva de sortir un moment. L'homme aux cheveux longs quitte la pièce. Avec un sourire amical, Dal suggère qu'il parle seul. Après tout, ils sont les chefs suprêmes responsables de cette bataille. Il est logique qu'ils traitent directement entre eux. La frustration sur le visage de Philippe est évidente. Musique même ainsi, avec une voix ferme, la blonde semble avoir pris la leçon. Il ordonne à Milva de partir immédiatement. Le chevalier essaie de changer d'avis son supérieur, mais Philippe ne cède pas. Au fond de lui, il sait qu'il pourrait être tombé dans le piège de Dal. Sans beaucoup de choix, Milva obéit. Maintenant seul avec l'ennemi irrité, Dal dit qu'il a demandé cette réunion uniquement pour négocier et qu'il a une condition capable de convaincre Philippe. La proposition est simple. Si l'ordre des chevaliers de Sainte-Madalena abandonne la bataille et se retire maintenant, la famille saxonne fournira les approvisionnements nécessaires au retour. Philippe se lève et tape sur la table. Il appelle cela une condition pitoyable, pas une négociation. Dal s'excuse s'il l'a offensé plus tôt, mais répète sa demande. Si les troupes ne se retirent pas, elles seront anéanties, et la réputation du justicier et le nom du jeune maître seront traînés dans la boue. Cela pourrait être la dernière chance de Philippe pour sauver son honneur. Philippe se lève et dit que Milva avait raison. Le gamin voulait simplement le moquer dès le début. Dal sourit avec sarcasme. Il dit qu'il est dommage que le garçon pense ainsi, parce que cela aurait été sa vraie dernière chance. Après tout, celui qui perd cette bataille et prend la responsabilité de la défaite ne sera pas Milva. Ce sera le fils incompétent et inutile de la famille du comte. Philippe laisse échapper un sourire malicieux. Il dit que ce n'est rien, et que les jours d'un garnement arrogant comme Dal sont comptés. Dal lui répond avec un sourire et dit qu'il espère que le blond tiendra longtemps à cette confiance. Un certain temps s'est écoulé depuis la négociation avortée. Dans le territoire de Baron Greenbelt, Philippe interroge ses soldats sur les mouvements de l'ennemi. L'un d'eux rapporte que les chevaliers de la famille Saxon ont commencé à se déplacer. Philippe y réfléchit. Il se souvient du regard et de la contenance de Dal pendant la négociation. Même étant un enfant, ce garçon ne portait pas le visage d'un débutant. Mais c'est précisément là que réside l'opportunité. Tandis que Dal est encore âgé de 10 ans, Philippe peut éliminer le problème à la racine une fois pour toutes. Excité, il donne l'ordre à ses soldats qu'ils vont enseigner aux garçons ce que signifie le silence. De l'autre côté, l'informateur de Dal lui prévient que l'ennemi a commencé à avancer vers le nord. Dal bouge son bras en tenant son épée et dit à ses soldats que le moment est venu. Aujourd'hui, ils vont montrer pourquoi ils méritent ce nom. La bataille commence. L'un des soldats sonne l'instrument donnant le signal de l'avance et les armées avancent en même temps. Des hommes chargeant vers l'ennemi dans toutes les directions. Le champ se remplit de cris et d'affrontements avec des armes et les premières pertes tombent au cours des premiers instants. Le blond observe la situation et donne l'ordre à la première cavalerie d'avancer. L'objectif principal est de contenir les chevaliers de l'ordre du Corbeau de nuit et les forces de la famille Saxon. Musique cependant, ces troupes ne connaissent pas pleinement le pouvoir de cet ordre. Donc, ils décident de se positionner au centre de la formation à distance de la ligne de front. Les troupes du baron Parker avancent par le flanc gauche avec pour mission d'immobiliser les mouvements de cavalerie de Greenbelt tandis que l'élite de Brandemburg prépare une attaque en flèche directement sur la principale force ennemie. Musique c'est risqué, mais le moral est haut. Personne ne peut laisser passer cette opportunité. Melvin sait combien ce mouvement est dangereux. Musique les guerriers de l'ennemi sont déterminés à se battre pour la famille du comte et le chaos sur le champ de bataille le prouve déjà. Au milieu de la confusion, quelque chose d'inattendu se passe. Une présence apparaît à la ligne de front et les soldats reculent, non par peur, mais par surprise. Le jeune maître Dal est personnellement avancé sur le champ de bataille. Sa voix perce le vacarme des armes ordonnant à personne de ne pas se retirer, qu'il combatte jusqu'à la fin pour la famille Saxon. Avec lui là,
la confiance des soldats renaît sur place. Le blond observe de loin et comprend la stratégie. Dal veut décider la bataille par une confrontation directe dès le début en offrant lui-même comme appât, mais cela ne le dérange pas. C'était exactement ce qu'il attendait. Levant sa main, il crie au nom de Saint Madalena et ses soldats avancent avec encore plus de force. De l'autre côté, les hommes de Dal répondent avec la même intensité en criant pour que personne ne s'approche du commandant. Les forces se heurtent avec tout ce qu'elles ont et des éclairs de magie envahissent le champ. Le blond décide d'agir. Une bataille rapide demande une décision rapide. Il donne l'ordre à la première cavalerie de le suivre. L'objectif est de vaincre Musique le jeune maître et mettre fin à la guerre. Là, avec de la haine dans les yeux, il déclare que ce sera le jour où il prouvera la vraie valeur de l'élite. Avec la rage d'un tueur, il charge à travers le champ. Ses coups sont mortels, abattant des ennemis un après l'autre. Un soldat apparaît devant brandissant une lance et hurlant. La lame vient dangereusement près du cou blond. Juste à temps, l'attaque est interceptée, et son épée tranche le contre avant que le coup ne puisse être porté. Il continue de pousser en avant, consumé par sa propre détermination. Mais après avoir abattu plusieurs adversaires, il commence à sentir la fatigue. Et avec elle, un sentiment étrange. Quelque chose n'est pas juste. Même alors qu'il pèse sur l'élite ennemie avec une force accablante, l'ordre des chevaliers corbeaux recule trop facilement. La cavalerie noire ne devrait pas réagir comme ça. L'inquiétude ne disparaît pas. Un messager se précipite avec de nouvelles urgentes. Le baron Parker, responsable du flanc gauche, est battu sans aucune chance de résistance. Ailleurs sur le champ de bataille, des soldats tombent un après l'autre. Les troupes de Greenbelt utilisent de l'aura. Les lignes du baron Parker se brisent, et les soldats attendent désespérément une décision. Le commandant hésite un moment. Les paroles du jeune ennemi résonnent dans son esprit au sujet de la responsabilité qui tomberait sur un héritier incompétent. Un autre messager arrive avec un plan. Rassembler la cavalerie centrale et arrière pour renforcer le flanc gauche. La réaction est immédiate. Irrité, le blond dit à tout le monde de se taire. Puis il ordonne que la cavalerie arrière soit rassemblée sous son commandement, mais avec un objectif différent. Il a l'intention d'attaquer par le flanc droit et pousser droit pour éliminer la cible réelle, le jeune commandant ennemi. Le problème est que Dal est déjà en train de diriger l'arrière vers le champ de bataille. La situation devient compliquée. Envoyer plus de troupes pourrait compromettre la mobilité, et le flanc gauche devient plus vulnérable à chaque minute. Mais la décision a déjà été prise. Aveuglé par l'obsession de gagner, le blond ignore les appels au secours. L'enveloppement ennemi commence à se resserrer, et les messagers supplient pour une retraite. L'ordre ne vient pas. Ce n'est pas le moment, selon le commandant. Puis il regarde en arrière et trouve la vraie raison de tout cela. Dal est là, regardant, avec l'air d'une personne qui a déjà gagné. Cet air ne fait qu'alimenter encore plus la fureur de Philippe. Il lève son épée et appelle sa cavalerie. Les soldats, confus, observent le mouvement et commencent désespérément à demander des ordres. Philippe ferme les yeux un moment. Au nom de Sainte Madalena, il fait sa proclamation, invoquant bénédiction, protection et victoire, demandant que l'amour et la miséricorde des sœurs divines soient avec les musiques eux. Lorsque ses yeux se rouvrent, ils sont remplis de haine pure. La décision est prise. Dès cet instant, ils briseront les lignes ennemies et ramèneront la tête du général adverse. Avec un cri, il ordonne à tout le monde d'avancer, épée en main, jusqu'à la fin si nécessaire. Les troupes de Milvus avancent vers Dal, exactement comme le jeune homme l'attendait. Les hommes blonds apparaissent derrière, essayant de refermer l'enveloppement. Dal reste calme. Il sait que l'anxiété et la peur distordent le jugement, et à ce moment-là, il n'y avait pas place pour l'un ou l'autre. Avec une pointe d'ironie, il demande si les ennemis n'ont jamais vu de magie auparavant. Un instant plus tard, il tire une flèche de glace qui traverse l'air et frappe le cheval d'un soldat en pleine cible, abattant l'animal fort et envoyant la tête du cavalier s'écraser au sol. Les yeux blonds vont large. Atteindre une cible en mouvement avec cette précision n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours, et il le savait. Puis vient l'ordre de Dal. Du sol, un mur de glace s'élève, bloquant complètement la progression de l'ennemi. Les musiques soldats hésitent, désorientés par ce barrage soudain. Sans leur donner le temps de réagir, le commandement retentit à nouveau. Avancez. Les musiques troupes obéissent immédiatement, chargeant en avant avec tout ce qu'elles ont, criant qu'elles donneront leur vie si nécessaire et seront le bouclier de leur jeune maître. La ligne ennemie commence à se désagréger, les soldats tombant les uns après les autres. De l'autre côté, le blond pose une main sur sa tête, perdu. Il réalise trop tard Musique qu'il a été conduit droit dans ce piège. La stratégie n'était jamais de l'abattre immédiatement. C'était d'isoler, de presser et de briser la formation, et il est allé droit dedans. Sa ligne entière avant était tordue en une forme anormale. Sans autres options, il décide de pousser en avant. S'il peut percer tout cela, peut-être qu'il peut encore inverser les choses. Avec un cri, il percute le mur et atteint enfin sa cible. Il lève son épée, déterminé à y mettre fin là-bas. Mais de l'autre côté, il n'y a pas peur, juste un sourire calme. Un fracas, puis silence. Quand la poussière se pose, le résultat est clair. Le blond est à genoux, et ceux autour de lui font de même. Le champ de bataille appartient au jeune commandant. La confiance ancienne dans l'excellence des chevaliers d'Aura s'avère être défectueuse.
La doctrine qui était autrefois une force se révèle maintenant comme une faiblesse. Dal savait déjà chaque mouvement, chaque schéma, tout cela stocké dans sa mémoire depuis une vie passée où l'homme surveillant lui commandait ces mêmes troupes. Un messager court vers lui, hors d'haleine. Le flanc gauche a cédé, et le commandant Baron Parker a été capturé. Le blond essaie encore de comprendre cela et demande si tout cela était planifié dès le début. La réponse vient calmement. Dal dit que le champ de bataille est chaotique, et personne ne peut prédire tout. Mais se détruire soi-même est un choix. Puis il expose les termes. Ceux qui veulent vivre peuvent supplier et gagner la clémence en échange de quelques pièces d'or. L'indignation se répand parmi les soldats. Musique, ils disent qu'ils préfèrent mourir plutôt que de se soumettre. Un craquement de doigts traverse l'air. Le corps d'un soldat tombe avec une lance plantée droit dans le cœur. Le message est clair. Dal regarde le blond et pose la question finale. Quel sera son choix? Musique pour quelques secondes, seulement le silence. Puis lentement, le commandant baisse la tête et reconnaît sa défaite, avalant chaque once de son orgueil. Il dit qu'il n'a aucun regret à perdre sa vie, mais il a un devoir d'avertir ses chevaliers que ce garçon est vraiment très dangereux. À plein poumon, il ordonne à tous ses soldats de se mettre à genoux. Même en capitulant, il demande d'être traité équitablement comme prisonnier en musique selon la tradition impériale. Dal prend la scène en compte. Son ennemi à genoux suppliant pour sa propre vie. Il réalise qu'il n'y a plus de raison de se moquer. Même ainsi, musique, un sourire léger apparaît, et le verdict vient, non. Personne là-bas ne survivra. Avec une expression presque innocente, il donne l'ordre d'exterminer tous les soldats. Même les chevaliers du corbeau de nuit sont pris au dépourvu. Selon la tradition impériale, le normal aurait été de faire prisonnier. En échange de rançon, mais la voix du jeune homme était absolue et ferme au point de ne laisser aucune place pour le doute. Sur ce champ, il n'y avait qu'une seule volonté, et elle ne pouvait pas être remise en question. Parmi tous ceux présents là-bas, une personne était destinée à sa propre destruction. Consumé par la rage, le blond ne voit plus l'intérêt de rester à genoux et se relève prêt à attaquer, mais il n'a pas le temps. Une lame perce son abdomen en un instant, et les lances du soldat le rejoignent avant qu'il puisse même s'approcher. Dal se rapproche et parle juste à côté de son oreille. Il demande, d'une voix froide, si Lord Milva se souvient de la mort de Dal. Dans l'esprit du protagoniste, cette nuit revient. La scène est brûlée en lui, impossible à oublier. La lame plantée dans le dos du garçon, et quelqu'un regardant tout cela en silence. C'était lui, présent à l'exécution du héros emprisonné. Tenant la tête de l'ennemi, Dal répète la question. La désespération prend le visage du blond. Il se souvient, mais avant qu'il puisse réagir, une énergie sombre commence à les envelopper tous deux. Il réalise trop tard que cette personne ne devait jamais être en vie. L'obscurité le maintient en place, et son corps est pris sans aucune chance de résistance. Avec un sourire lourd d'ironie, la réponse finale vient. Juste un mot, oui. Dal prend une grande inspiration. Il ressent un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. En même temps, dans une autre partie du champ de bataille, les morts continuent de venir. Le blond regarde ces hommes tomber les uns après les autres. L'incompréhension prend son visage, et quand il comprend enfin, la bataille est déjà perdue. La droite a été écrasée. Sir Milva et les chevaliers Aura sont tombés. Le flanc gauche avait été brisé depuis longtemps. Maintenant, la cavalerie noire se referme autour de la force principale. Dans l'esprit du commandant vaincu, une seule chose reste, le sourire moqueur du garçon. Un soldat désespéré supplie pour une décision, mais la fierté parle plus fort. Le blond répète, presque en déni, que cela ne peut pas être une défaite. Il ordonne à tous de se battre jusqu'à la mort, de tenir leur position, que l'ordre des chevaliers doit jamais s'incliner. Les hommes hésitent. Avancer signifierait une annihilation totale. Même ainsi, la réponse vient chargée de haine. Personne ne désobéit au commandant suprême. Mais le chaos a déjà pris le champ. Un ennemi apparaît de côté, et le blond panique, criant pour se protéger. Au fond, Philippe n'a pas voulu mourir là-bas. Il voulait une fin différente. Le temps passe. Le ciel devient orange, et la bataille prend fin. Les soldats célèbrent. Du début jusqu'à la fin, tout a suivi le plan du jeune maître Dal. Capturé et restreint, Philippe lutte et crie pour être libéré, tandis que le vainqueur le regarde en silence. Dal voit clairement à quel point l'autre homme rejette l'idée de se rendre. Même dans la défaite, Philippe insiste qu'ils ont peut-être perdu, mais ils ne sont pas brisés. Il avoue avec mépris avoir essayé de survivre aux dépens des autres. En tant que commandant, c'était son devoir. Le jeune homme atteint pour sa épée. Si la bataille est terminée, il n'y a aucune raison de le garder en vie. Dans un dernier acte de désespoir, Philippe propose un duel pour décider du résultat de la bataille. Un soldat réagit, trouvant cela absurde, mais Dal fait signe à celui-ci de lui laisser parler et il accepte musique avec un sourire tordu. Le blond commence à tirer son épée, mais ne l'attend pas. Avant même que le combat ne commence, il charge en avant essayant d'exploiter une ouverture. Au fond, il avait déjà compté sur son rival acceptant. Il lève sa lame en hurlant pour que son adversaire se prépare à mourir. Il ne s'approche pas. Du sol, une énergie sombre monte et coupe le coup court. L'expression de Philippe passe instantanément de la confiance à la pure désespérance.
Son corps tombe et commence à se tortiller par terre, hurlant et suppliant pour être sauvé. Dal regarde. Il n'y a pas d'empathie dans son regard, seulement du mépris. Et ainsi cette guerre bruyante se termine avec le cri pitoyable d'un homme lâche. Plus tard, des trompettes résonnent pour marquer l'arrivée de quelqu'un d'important. Le jeune maître Dal revient victorieux. Les gens ordinaires commentent que le garçon a entouré et complètement anéanti l'ordre des chevaliers de Saint-Madalena. Mais tout le monde ne célèbre pas. Une silhouette voilée approche et dit, ceci n'est pas une raison pour célébrer. Beaucoup de vies ont été perdues ce jour-là, et il est fort probable que Dieu n'ait pas voulu cet aboutissement. La voix derrière ces mots se révèle être celle du cardinal Nicolai de l'église de la déesse Sistina, et prévient que le glaive de ce enfant pourrait ne pas hésiter à se retourner contre les alliés. Le protagoniste approche une grande porte avec Bal à son côté. Une voix douce résonne dans le couloir, musique appelant son grand frère. C'est Lisa, la sœur cadette de Dal, visiblement plus mûre. Les deux se serrent chaleureusement et le jeune homme sourit en demandant si elle l'a manqué. Peu après, Helmut approche et le félicite pour sa victoire dans son premier combat. Main dans la main avec sa sœur, Dal entre dans la salle. Des visages familiers l'attendent, sa maîtresse Safia, Charlotte, et plus loin devant l'autel, ses parents qui le regardent avec fierté. Plaçant sa main sur son cœur, le jeune homme se présente formellement pour remettre le rapport de victoire au duc. Alan répond avec satisfaction en disant que la bataille a été menée sans faute, musique et remercie Bal pour l'avoir aidé à guider le héritier. Helena, avec un sourire doux, dit que le garçon doit être épuisé en musique après être revenu de la guerre, et lui permet de se reposer avant tout le reste. Le jeune homme la remercie. Son visage est radieux. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas là, et maintenant cet endroit ressemblait vraiment à un foyer. En même temps, loin, une autre scène se déroule. Brandemburg tremble de rage. Des soldats survivants approchent, visiblement épuisés, et le comte exige des réponses. Il veut savoir où est Philippe. La réponse arrive chargée de tension. Sœur Milva a été tuée en combat. L'ordre de Saint-Madalena a été complètement détruit. Des soldats ont été capturés, et une rançon outrageuse a été demandée. Avec une voix tranchante, le comte demande si c'était une défaite cuisante suivie d'une retraite honteuse. Si c'est le cas, il devrait être prêt pour les conséquences. Sans hésitation, il ordonne qu'ils soient tous deux emmenés dans la cave, où ils supplieront de mourir. La bataille ce jour-là a acquis un nom, la guerre noire et blanche. Avec le temps, les histoires ne font que grandir, et à partir de là, un nouveau titre commence à prendre forme. Dal vient à être connu comme le jeune maître noir qui montre aucune pitié. Le temps passe et le garçon atteint 11 ans. À la cérémonie officielle d'anniversaire, il est nommé vicomte du duché de Saxon. Les yeux du jeune homme s'écarquillent. Le titre n'est pas seulement symbolique. Un vicomte porte un véritable pouvoir et peut agir comme représentant direct du lord. Ravi, Dal exprime sa gratitude, mais il change rapidement de ton car il y a quelque chose qu'il veut faire. Même si cela semble soudain, en tant que représentant du duc, il veut prendre une décision. Des commentaires sur la dernière bataille résonnent encore. Le jeune maître noir n'a épargné personne. Certains chevaliers guidés par la foi de l'église de la déesse ont fini par tomber victimes de sa cruauté. Cela ne passerait pas inaperçu. L'église ne serait certainement pas satisfaite. Pour cette raison, le jeune homme veut partir en pèlerinage dans le territoire papal de la déesse Sistina en musique et, de ses propres mains, faire face au poids de la réputation qu'il a construite. Le duc écoute la proposition de son fils avec une expression fermée, ne laissant rien paraître. Il dit qu'il ne comprend pas cette décision. La peur est une ressource précieuse, difficile à remplacer, et pourtant le garçon entend laisser tomber juste pour plaire à l'église. Le jeune homme répond calmement. Il y a une force digne de ce risque. Alan, curieux, demande s'il y a un autre plan derrière tout cela. Le protagoniste confirme. Il compte soumettre une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et en plus de ça, obtenir des grimoires interdits. Quelques jours auparavant, pendant son sommeil, le jeune homme a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'était comme si des souvenirs oubliés forçaient leur chemin vers la surface. Soudain, un crâne massif est apparu devant lui, le fixant avec une question. Se souvenait-il de leur mort? Le suivant instant, une douleur violente l'a traversé et des mots ont résonné dans son esprit. Il s'est réveillé brusquement, respirant fort, la main pressée sur sa poitrine. Ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, lié au coin le plus sombre de son propre esprit, qui a été forcé d'ouvrir lorsqu'il est arrivé au 3e cercle magique. Et ce qu'il y a trouvé n'était pas le contrôle. C'était la solitude. Musique, le jeune homme comprenait qu'il ne suffisait toujours pas. Il avait besoin de plus de pouvoir, de plus de contrôle. Tout comme un chevalier maîtrise son épée, un véritable mage exceptionnel a besoin d'un grimoire. Plus tard, une carriole voyage loin du royaume. La frontière entre la baronnie Greenbelt et la baronnie Parker marque la fin de la région nord de l'Empire et le début de la zone centrale. Après la défaite dans la guerre, le baron tombé a été laissé avec une seule issue, le brigandage. Des flèches traversent l'air sans prévenir. Elles manquent à peine les chevaux, qui se mettent nerveusement en mouvement. Des hommes armés apparaissent bloquant la route et demandant de savoir ce que font les voyageurs là. Selon eux, c'est une connaissance commune qu'il faut payer un péage pour traverser des terres nobles. Le jeune homme répond sans montrer aucune inquiétude. Il avait déjà préparé une somme pour cela. L'un des hommes esquisse un sourire musique,
prend le sac et confirme par son poids. C'est plein d'or, bien trop généreux pour un simple péage. Satisfaits, les brigands laissent passer la carriole. La carriole continue sa route. Les hommes rient entre eux, convaincus qu'ils en ont tiré profit, déjà en train de planifier quelque chose de plus grand. Le calme ne dure pas. Plus loin, une voix crie depuis le haut ordonnant leur arrêt de musique. Le baron lui-même apparaît avec toute son arrogance et demande comment ils osent traverser son territoire sans payer. Bâle répond calmement. La somme avait déjà été remise à ses subordonnés, et de demander 2 fois est contre la loi. Les hommes autour d'eux démentent tout. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ces voyageurs auparavant, que c'est la première fois qu'ils les rencontrent, et que ce sont les voyageurs qui violent la loi, pas les brigands. Le baron prévient qu'ils devraient leur donner tout ce qu'ils ont s'ils veulent encore valoir leur vie. L'un des soldats ajoute avec fierté, ils se tiennent devant le célèbre héros qui a survécu jusqu'à la fin de la guerre noire et blanche, le héros. Du point de bascule. La calèche ralentit à l'intérieur, le jeune homme commence à rire. Relevant son capuchon, il regarde le baron dans les yeux et demande avec une curiosité sincère si c'est vraiment le soi-disant héros du point de bascule. Le noble examine attentivement, et ses yeux s'écarquillent lorsqu'il reconnaît qui se tient devant lui. Bâle aussi relève son capuchon, et à ce moment-là tout le monde réalise que les deux ne sont pas des voyageurs ordinaires. Le baron prend une profonde inspiration et essaie de reprendre rapidement le contrôle. Il n'y en a que 2. C'est encore un combat qu'il peut gagner. Avec une assurance forcée, il ordonne aux archers de se préparer. Bâle, calme à côté du jeune homme, demande l'ordre. Le protagoniste, complètement calme, dit que la performance s'arrête ici. Sans hésiter, le baron pointe son doigt et donne l'ordre d'attaque. Les flèches traversent l'air à pleine vitesse. Le protagoniste ne bouge pas, les yeux fixés sur les projectiles qui se rapprochent. Puis le sabreur agit, déviant chacune d'entre elles avec des mouvements précis. Tenant fermement la lame, il déclare qu'il accomplira l'ordre avec tout ce qu'il a. Les archers sont figés, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Mais il n'y a pas le temps de réagir. Le gardien avance, et le premier coup porte proprement sur un de leurs bras. Il continue d'avancer sans hésitation, affrontant tous les autres seuls. Le baron regarde la scène impuissant. Sa confiance disparaît complètement. Lorsque le jeune homme approche, l'homme n'a plus aucun choix. Il tombe à genoux et supplie pour obtenir pardon, sa voix tremblante. Le protagoniste le regarde simplement et lui demande froidement pourquoi il devrait le faire. Et ainsi le jeune homme continue son chemin, passant par de nombreux nobles corrompus, chevaliers tombés et bandits dispersés à travers le continent. Quelques semaines plus tard, un petit navire fend des eaux calmes. À côté de son fidèle compagnon, le jeune homme se rapproche enfin de sa destination, le territoire papal de la déesse Sistina, la grande ville constellation de Quest. Il regarde cet endroit avec une expression de mépris. Il a appelé cela un pèlerinage, mais au fond il sait très bien que ce n'est pas une visite. C'est un jugement. Le jeune homme et son compagnon approchent l'entrée, gardés par 2 soldats fortement armés. Devant la grande porte, le protagoniste s'arrête et fait face avec un regard stable. En entrant, le hall qui se dévoile devant eux est magnifique. Les vitraux dispersent la lumière en des motifs qui semblent presque divins, et de grandes statues silencieuses observent tout en silence. Au centre de l'espace, attendant leur arrivée, se tient son éminence le cardinal Nicolai, un mage blanc du 6e cercle et l'un des 12 clercs occupant les sommets absolus de l'église de la déesse. Avec une expression calme, le clerc remarque qu'il a entendu parler de la bataille, et que beaucoup de vies ont été perdues. Il mentionne le sacrifice des frères de Santa Magdalena comme quelque chose de profondément regrettable. Le protagoniste répond calmement qu'il le regrette aussi. Son mauvais jugement a coûté plus qu'il ne devait, et c'est pourquoi il a décidé de dissimuler sa position et venir personnellement au territoire papal sous forme de pèlerinage en tant que moyen de chercher la rédemption. Il espère que ses sentiments atteindront la déesse. Le cardinal observe le garçon attentivement. Pour lui, cela fait sens. Le poids de la guerre a dû être trop lourd pour quelqu'un si jeune. Après tout, il est encore un enfant de 11 ans, et cela rend tout plus simple. Dans un ton serein, l'homme déclare que la miséricorde de la déesse est ouverte à tous. Et qu'il n'y a pas de péché dans ce monde qui ne puisse être pardonné. Le jeune homme est silencieux un moment. Puis Dal demande encore si c'est vraiment vrai, s'il n'existe pas de péché impardonnable. Le clerc confirme sans hésitation et le garçon lève son regard et demande si c'est pour cela qu'il a vendu le pays de la déesse musique à l'Empire. Un silence tombe comme une lame. Pris au dépourvu, le cardinal rit et appelle ça une farce absurde, mais le protagoniste ne recule pas. Il explique qu'avant que l'état pontifical soit annexé de force, 12 cardinaux ont convaincu le pape précédent d'accepter le marché. Nicolas était présent ce jour-là, mais le leader précédent a refusé jusqu'à la fin et en conséquence, il a été trahi et éliminé. Avec l'aide de la Tour Blanche et des cardinaux eux-mêmes, le pape a été abattu par les chiens de chasse de l'Empire, conclut Dal froidement. Ce péché a-t-il déjà été pardonné? L'expression du clerc change. Ses dents en musique se serrent. Le calme disparaît. Avec une colère évidente, le cardinal riposte. La visiteuse est venue chercher la rédemption, mais ose parler de vérités interdites et attend encore la miséricorde. Quelque chose d'absolument ridicule. Le jeune homme tient bon. Il répond fermement qu'il n'a pas été envoyé pour juger l'Église. Tout ce qu'il veut est le prix d'un silence modeste. Éliminer un simple représentant du duc ne résoudrait rien, mais au fond Dal sait que ce n'est même pas vrai.
Le duc ne sait même pas ce qui se passe ici. En prenant la situation en compte, le cardinal ferme les yeux. Une énergie lumineuse commence à entourer son corps et l'air devient lourd. D'une voix plus contrôlée, il demande directement ce que le garçon veut. Sans hésitation, le protagoniste répond, sous le palais apostolique, il y a une bibliothèque secrète où les livres interdits de l'église sont scellés. C'est là qu'il veut aller. Musique, la soi-disant bibliothèque infernale, où le grimoire le plus dangereux au monde repose en sommeil, connu sous le nom de livre du bélier noir. Le jeune homme descend des escaliers sombres, éclairant son chemin en avançant. Chaque pas résonne dans le silence pesant de cet endroit. Les termes ont été fixés avant qu'il ne descende. Seul lui peut entrer et sortir de la bibliothèque infernale. L'Église ne s'interférera pas en ce qui se passe à l'intérieur, et il n'est autorisé à emporter qu'un seul grimoire. En échange, le jeune homme doit jurer un silence éternel sur la honte de l'Église. Le protagoniste a accepté sans hésitation. Comme héritier du duc noir, il a fait son serment au nom de Satu. Les deux ont joint leurs mains et une énergie pure blanche est montée autour d'eux, comme si une entité divine scellait l'accord. Le cardinal a déclaré qu'il prendrait leurs cœurs respectifs en garantie. C'est ainsi qu'ils ont lié le pacte par la magie contractuelle Gaius, la fierté de la Tour Blanche. Il n'y a pas de retour possible. Si l'un des deux brise l'accord, le contrat lui-même détruira leur cœur. Avec le pacte scellé, le jeune homme continue seul jusqu'à ce qu'il se tienne enfin devant la porte de l'enfer. Sur la porte, une phrase est gravée, ceux qui entrent doivent abandonner toute espérance. Le garçon pose sa main sur la surface. Comme si elle répondait à sa présence, la porte s'ouvre d'elle-même. Cela éveille sa curiosité. Il n'est pas étonnant qu'ils appellent cet endroit l'enfer. Ce qui se trouve au-delà de l'entrée n'est pas une simple bibliothèque. C'est un vaste donjon, et les soi-disant livres interdits sont en réalité des sources de calamité. Pour un mage, un grimoire est aussi précieux qu'un épée à un chevalier. Chercher une puissante est seulement naturelle. Dans l'un des couloirs, le jeune homme rencontre les gardiens, musique, créatures faites de corps utilisés pour protéger cet endroit. Une ironie. Ceux qui prêchent la lumière ne sont pas si différents quand ils ont besoin de pouvoir, utilisant des cadavres tout aussi bien. Sans avertissement, les gardiens avancent. Le protagoniste réagit instantanément, les repousse tous avec de la magie et continue son chemin. À l'intérieur, il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Il peut utiliser toute sa puissance, et cela le fait de musique se sentir libre. Avec un mouvement décisif, le garçon prend un poignard et coupe sa propre main. Un liquide sombre coule alors que le rituel commence. D'une voix ferme, Dal déclare son nom et lignée, invoquant quelque chose de vieux sur le sol de ce donjon. Il appelle la chèvre noire de la forêt des 1000 descendants, exigeant qu'elle honore le contrat avec la famille de l'obscurité. Les environs réagissent immédiatement. Une voix distordue s'élève, disant que musique ce fluide porte une immense puissance, qu'il appartient à un vrai mage, et accepte l'appel. Mais alors une autre voix intervient, puis une autre, et encore une autre. De multiples présences se manifestent en même temps, toutes rivalisant pour ce contrat, se battant pour être choisies. La scène autour de lui change, et une atmosphère étouffante prend le contrôle du lieu. Puis une figure voilée apparaît devant lui. L'entité propose un contrat, promettant d'anéantir tous les ennemis et d'amener une véritable fête de la mort contre quiconque se mettra en travers de son chemin. En regardant ce paysage déformé, le jeune homme commence à comprendre où il est. Le monde mental d'un grimoire appelé le Livre du Massacre, un ouvrage interdit bâti sur des milliers de vies perdues, portant en lui l'essence d'une magie cruelle et sans limite. Même ainsi, il ne hésite pas fermement, il ordonne à la créature devant lui de s'écarter. Ce n'est pas ce qu'il cherche. L'entité rage contre le rejet, mais le jeune homme sourit simplement sans aucun signe de peur et fait clairement comprendre qu'il n'est pas celui qui est piégé ici. Son énergie commence à monter, sombre et dense, et l'environnement réagit. Ce lieu n'est qu'un monde à l'intérieur d'un livre, et un monde comme ça n'a aucune façon de pénétrer le sien. La scène environnante est consumée et remplacée par un espace violet foncé, lourd comme la pensée de quelqu'un qui a vu des choses qui ne devraient pas exister. La créature sombre dans le désespoir. Elle ne peut comprendre comment elle est surpuissante par un simple enfant. Le jeune homme répond froidement. Le nombre de vies prises par le maître de ce livre n'approche même pas ce qu'il a déjà vu, une ville entière, peut-être plus. Musique, l'entité panique et charge avec tout ce qu'elle a, refusant d'être consumée, mais c'est déjà trop tard. Son corps commence à se désagréger, morceau par morceau jusqu'à ne rien rester. L'environnement revient à la normale. Le sol est encore couvert de liquide rouge, mais les murs semblent instables, comme si l'espace lui-même était sur le point de s'effondrer. Puis une voix douce s'élève. Une fille aux longs cheveux et cornes de chèvre apparaît et l'appelle frère. Le jeune homme se tourne lentement. La figure approche avec un sourire, dit qu'il est un plaisir de le rencontrer, qu'elle a été seule pendant longtemps, et demande d'un regard curieux s'il veut jouer. Le protagoniste la regarde en silence. Il sait qui elle est. Ce grimoire a été créé par le duc immortel Frédéric, qui a sacrifié sa propre fille dans la poursuite musique de dépasser les limites de la mort. C'est pourquoi l'avatar du livre prend la forme d'un enfant, mais cette présence n'est pas humaine. Sans perdre de temps, il fait sa proposition. Il veut que la petite fille conclue un contrat avec lui. Elle accepte, mais avec une condition, elle veut voir son monde. Dal Musique accepte. Au prochain instant, tous les deux sont transportés dans l'espace intérieur du protagoniste.
La petite fille regarde autour d'elle, surprise et enchantée. Elle dit qu'elle aime cet endroit, et qu'elle aime encore plus son nouveau frère.